40 soldats de l'armée populaire chinoise qui sont morts. Nous ne voyons pas ce qui se passe dans le monde avec d'énormes séismes géopolitiques. Lorsque Deng Xiaoping a décidé de changer la stratégie maoïste, d'ouvrir la Chine, il a fixé une date pour son pays, pour être devenu de façon incontestable la première puissance du monde, à savoir 2049, le 100e anniversaire de la révolution chinoise. Ce devait être le moment, la date vers laquelle tout le monde était tourné. Et de fait, depuis 30 ans, puisqu'il a dit ça vers 1989, depuis 30 ans, la Chine est en pleine ascension, en pleine émergence. Nous sommes impressionnés par l'augmentation de son PIB de 6, 7, 8% par an. Nous sommes impressionnés par la place que la Chine prend dans le commerce mondial et également par sa capacité de plus en plus à financer des projets hors de chez elle, jusque dans le sud de l'Europe, en Grèce, en Italie, conséquemment à la crise de l'euro des années 2010. Eh bien, la question qui peut se poser aujourd'hui, elle est assez simple. Est-ce que la Chine atteindra vraiment son objectif ? 2049, c'est en gros dans 30 ans. C'est en gros dans une génération. Il se peut que les historiens disent que 2019-2020 a été l'année d'un tournant, le moment où la Chine avait atteint son sommet et où elle s'est installée comme une puissance d'équilibre, mais elle a raté l'objectif qu'elle voulait atteindre. Alors, je voudrais pour ça attirer votre attention sur ce qui se passe actuellement et en particulier reprendre la crise du Covid-19, mais en regardant le fait qu'elle est partie depuis la Chine, qu'elle est partie sans qu'on sache exactement ce qui s'est passé en Chine. Vous connaissez les polémiques pour savoir l'origine du virus. Est-il artificiel? Est-il au contraire d'origine naturelle? Que s'est-il vraiment passé à Wuhan? Combien y a-t-il eu vraiment de morts par rapport au bilan officiel chinois? On se croit revenu aux grandes périodes de l'Union soviétique triomphante où l'on se demandait ce qu'il y avait derrière les statistiques données par le régime, quelle était la réalité. Et c'est un fait, on ne le sait pas. On ne sait pas combien il y a eu véritablement de morts en Chine suite au Covid-19. On sait que le pays a été bouclé et que les journalistes ont été interdits d'accès à un certain nombre de territoires. Eh bien, si vous réfléchissez bien, vous voyez que les relations entre la Chine et le reste du monde se sont éminemment tendues. Vous avez peut-être repéré ces messages des ambassades de Chine à travers le monde, souvent très agressifs lorsque le bilan de la République populaire était critiqué. Vous avez peut-être remarqué effectivement qu'aux États-Unis, quand bien même tout le monde n'aime pas Donald Trump, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire même s'il n'était pas réélu, il restera que son mandat a représenté un tournant vis-à-vis de la Chine. Et en fait, on s'aperçoit, lorsque l'on regarde de plus près, que la situation qui est en train de se mettre en place est non pas une situation d'hégémonie chinoise à venir, non pas une situation où nous aurions simplement affaire à un G2, les États-Unis, la Chine, c'était un peu la version d'Obama qui s'était détournée de l'Europe, mais nous sommes confrontés à la mise en place d'un nouvel équilibre en Asie. Et la question pour les États-Unis comme pour l'Europe, c'est de savoir de quel côté ils feront pencher l'équilibre s'ils veulent tenir en respect la puissance chinoise. Puisqu'effectivement, on parle beaucoup de la montée en puissance de la Chine, mais la montée en puissance de l'Inde n'est pas moins impressionnante. Et l'Inde, c'est 1,4 milliard d'habitants, légèrement supérieur à la Chine. On parle beaucoup des mauvaises relations entre l'Europe et la Russie, mais on ne voit pas que la Russie est devenue aujourd'hui un partenaire économique de la Chine avec toute cette ambiguïté. À partir du moment où la Chine devient dépendante des hydrocarbures russes, la Russie a le pouvoir, si elle le veut, d'influencer les décisions chinoises. On voit des tensions croissantes entre la Chine et Taïwan, mais on ne comprend pas sans doute que les principales raisons de la mauvaise humeur chinoise, c'est parce que le reste du monde fait de plus en plus attention à ces extraordinaires réussites en Asie que sont
la Corée du Sud, Taïwan, Singapour, des pays de culture confucéenne qui prouvent qu'il est possible de développer la démocratie dans ces cultures-là, et en particulier l'épine dans le pied de la Chine, c'est Taïwan, puisque Taïwan prouve que la Chine est compatible avec la démocratie. À partir de là, une question se pose et elle est très simple de notre point de vue français, du point de vue européen. Il y a un discours dominant, plaçons-nous dans les coordonnées de nos dirigeants dans notre pays, un discours que j'appellerais post-gaulliste. Vous savez, le général de Gaulle, le 31 janvier 1964, avait été le premier à reconnaître la République populaire de Chine du président Mao. Et depuis lors, par paresse intellectuelle, par facilité, nos dirigeants français se gargarisent des bonnes relations de la France avec la Chine, et les dirigeants chinois ne manquent pas une occasion, lorsqu'il y a une délégation française, de le rappeler. Mais concrètement, qu'est-ce que cela nous a rapporté? Aujourd'hui, la Chine fait beaucoup plus attention à l'Allemagne en Europe. Aujourd'hui, la Chine fait beaucoup plus attention à la Russie. Elle s'intéresse à ses investissements en Grèce, en Italie. Qu'est-ce que la France peut faire de tout ça? Il faudrait réfléchir en fait à quelque chose d'assez simple, c'est que la France est une puissance du Pacifique, de l'océan Pacifique. Nous sommes présents en Polynésie, nous sommes présents par la Nouvelle-Calédonie, et donc nous devrions complètement revoir notre politique vis-à-vis de la Chine en nous demandant ce qui est dans nos intérêts. Eh bien, nos intérêts, c'est de nous poser la question de l'équilibre des puissances en Asie et dans la zone Pacifique. Et si l'on réfléchit à cela, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de trouver le meilleur moyen avec le Japon, avec ces petites démocraties courageuses que sont Taïwan, la Corée du Sud, Singapour et bien d'autres, avec l'Australie, et avec l'ensemble de la zone Pacifique, de réfléchir de manière commune à l'équilibre des forces dans cette partie du monde. Cela aura des conséquences, bien sûr, sur notre politique européenne. Cela nous permettra, nous, Français, de peser plus dans les débats qui ont cours actuellement au sein de l'Union européenne sur les relations avec la Chine. Vous savez qu'il y a quelques années, on ne jurait que par l'intensification des relations avec la Chine. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la République populaire de Chine? C'est le pays d'origine du coronavirus et qui a manqué singulièrement de transparence. C'est un pays qui investit de plus en plus en Grèce, en Italie, dans le sud de l'Europe. Est-ce que les intentions de la Chine sont bienveillantes? Commence-t-on à entendre à Bruxelles comme on l'avait pensé jusque-là? Eh bien non, de toute façon, aucune puissance n'est bienveillante. Une puissance défend ses intérêts. Il y a donc tout un débat qui est en train de commencer. Même l'Allemagne se mêle à ce débat. Eh bien, je crois qu'il est temps que la France y participe, qu'elle y participe pleinement, et qu'elle y participe par ce qui a fait sa grandeur à d'autres époques, c'est-à-dire la capacité à avoir non seulement un œil sur l'Europe, mais aussi une vision géopolitique planétaire. C'est là que nous avons à nous rendre compte de l'intérêt d'une vision d'équilibre des puissances. Nous avons à nous rappeler que la France est une puissance du Pacifique, et puis, quitte à briser un autre tabou de la République post-gaullienne, nous avons à nous demander aujourd'hui dans quelle mesure cette OTAN, cette organisation du traité de l'Atlantique Nord que nous avions pensé obsolète, nous n'osions pas le dire, nos dirigeants n'osaient pas le dire, nos présidents nous y avaient même fait rentrer parce qu'ils ne savaient pas trop comment occuper les forces françaises, eh bien, aujourd'hui, il se pose la question réelle de son utilité. Est-ce que l'avenir du monde n'est pas dans un resserrement de l'alliance occidentale pour pouvoir peser plus, peser face à la Russie dont les intérêts ne sont pas toujours les nôtres, même s'ils doivent converger mieux, et peser aussi face à la Chine qui non seulement s'affirme dans l'espace Pacifique, mais espère pénétrer l'Asie centrale et l'Europe. Voilà donc un sujet à méditer en cette crise de coronavirus pour sortir de l'obsession permanente que nous avons sur nos problèmes intérieurs. Regardons à nouveau vers de vastes espaces et regardons les déséquilibres puissants qui sont en train de se mettre en place dans la géopolitique mondiale, ou plutôt les nouvelles configurations d'équilibre.